Salut YouTube, aujourd'hui pas de nouvelle vidéo, j'ai envie de te donner accès à notre série de démarrage sur Bubble qu'on donne accès normalement aux utilisateurs d'Auto. Alors si les designs ce sont des designs d'il y a 6 mois, c'est tout à fait normal puisque la vidéo a été tournée il y a 6 mois. Aussi c'est une vidéo qu'on demande aux personnes qui veulent participer au bootcamp pour savoir si elles sont à l'aise sur l'outil Bubble ou non. L'objectif de cette série de vidéos Bubble, c'est de démarrer facilement sur Bubble à travers justement la maîtrise de l'interface, la création d'une première page web qu'on appelle une landing page avec pas mal d'éléments visuels, et enfin la création d'un système d'avis qui va appeler la base de données. Donc rapidement, c'est un petit tour du propriétaire de l'outil Bubble, ce qui est plutôt pratique. Par contre, ça ne te rendra pas du tout autonome sur l'outil, bien évidemment. Le but, c'est de faire rapidement le tour en 1 heure et demie, donc forcément, il y aura des raccourcis et des choses que tu ne pourras pas forcément comprendre sur le moment. En tout cas, n'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé dans les commentaires et nous envoyer le lien de ton exercice. Alors une Bubble Track, c'est quoi? C'est quelques mini-cours pour bien commencer son application. Rapidement, en termes d'objectifs, c'est quoi? C'est démarrer sur Bubble, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont des difficultés pour commencer seul, de manière autonome, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations et la plupart des informations sont en anglais. On va aussi passer sur le principe de comprendre l'interface, créer sa première page, créer un système d'avis. Donc vous allez voir que finalement, c'est quelque chose d'assez complet, donc ce sera largement suffisant pour commencer à vous lancer. Et enfin, bien sûr, je vais être obligé de faire des raccourcis puisque je n'ai qu'une heure pour essayer de tout vous présenter. Déjà, liste des chapitres. Première chose, on va démarrer sur Bubble. Ensuite, on va créer sa première page, puis son premier formulaire. Ensuite, vous allez voir qu'on va enregistrer l'information du formulaire. Puis, on va créer un système d'email qui va nous envoyer un email à chaque nouvelle réponse de la part d'un utilisateur. Et enfin, nous allons créer un système d'avis. On commence tout de suite avec le chapitre 1, démarrer sur Bubble. Première chose, c'est évident, il faut tout de même un PC, un Mac et une connexion Internet. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet qui soit du feu de Dieu ou de la fibre. ADSL suffit, mais veillez quand même à avoir une connexion un petit peu décente. Bubble est un SaaS, c'est-à-dire que tout va se passer sur un navigateur Internet, et donc forcément, si vous avez une pas très bonne connexion, ça risque de ralentir tout le système. Ensuite, nous allons faire quelques grandes étapes. S'inscrire, créer une nouvelle application et commencer par une page blanche et fermer l'assistant. Ça, on va le faire ensemble. Déjà, je suis sur la page de Bubble, bubble.io. Nous allons nous connecter. Pour l'exemple, je vais créer un nouveau compte. Une fois qu'on valide les différents termes d'usage, en fait, on va se retrouver face à quelques questions. Rapidement, vous pouvez les passer et vous vous retrouvez sur la partie application. Alors, attention à cette partie-là. Il faut savoir que Bubble vous met directement sur un système d'apprentissage qui, à mon sens, n'est pas extrêmement pratique, qui vous donne les éléments sans vraiment vous expliquer comment ça se passe. Donc, ce que je vous conseille, c'est de base de revenir en arrière, c'est-à-dire de cliquer sur le petit B ici. Et une fois que vous êtes là-dessus, vous allez aller tout en bas. Vous évitez de faire les leçons. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez faire par vous-même une fois que vous avez cette base-là. Et une fois que c'est bon, vous allez directement sur Create a New App. Bien entendu, là, ça vous permet de créer une nouvelle application sans aucune contrainte. Là, vous créez votre application, vous la nommez comme vous voulez, du moment que c'est un nom qui sera une URL, donc qui correspondra à un nom de domaine, tout simplement. Vous pouvez répondre basiquement tout ça parce que vous êtes obligé de le faire et vous allez créer une nouvelle application. Une fois que c'est fait, on va encore vous mettre dans une partie avec un assistant et donc je vous déconseille pour l'instant de l'utiliser. Là, vous pouvez autoriser parce que c'est la landing page, vous voyez, vous partez d'une page non blanche mais avec un système comme ça. Donc là, si vous voulez enlever ça, et c'est l'objectif de cet exercice, c'est d'enlever ça, vous cliquez ici sur Start with a blank page, donc juste ici en fait. Ça va enlever la page. Et ici, je vais juste close the assistant. Donc, même principe, je clique et vous allez voir, ça va s'enlever. Et donc, à partir de là, on va enfin pouvoir commencer à travailler. Maintenant, nous allons parler de l'interface éditeur de Bubble qui finalement va vous présenter 3 types d'éléments, Visual Element, Containers et Input Form. Pour rappel, je suis uniquement dans la partie design de Bubble, c'est-à-dire le premier onglet juste ici. L'idée derrière cette interface, c'est d'avoir d'un côté votre page qui est exprimée par ces lignes bleues en fait qu'on voit juste ici. Et à l'intérieur de ces éléments, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un drag and drop, c'est-à-dire un glisser-déposer. Donc je peux soit effectivement glisser-déposer comme ça, soit directement cliquer et ensuite cliquer sur ma page. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Personnellement, je suis plutôt un adepte du clic, donc la sélection, ensuite on met dedans. Par contre, effectivement, si vous déplacez en dehors de cette page, ce n'est pas possible. Vous voyez, je ne peux pas dépasser l'interface, la ligne limite de la page, en fait, tout simplement. Ici, j'ai différents styles d'éléments, les éléments visuels qui vont correspondre à tout ce qui va être mon affichage et l'appel de la donnée. Tout ce qui est appel de la donnée, on verra ça dans d'autres leçons. Tout ce qui est containers qui vont permettre de grouper sous différentes formes et conserver la donnée. Et enfin, l'input forms qui permet d'enregistrer la donnée qu'on verra ensemble quand on créera notre premier formulaire.
Ici, ils sont répartis sur les 3 éléments et tout simplement, vous voyez, si je dépose mes éléments au fur et à mesure, vous voyez ici, chaque élément a finalement son propre affichage. Je vous invite à tous les tester. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leur propre comportement. C'est-à-dire que ici, si par exemple je clique sur Preview, Preview c'est ce qui va vous permettre de rendre l'affichage directement sur une fenêtre web et de voir comment en fait ça rend. Bien ici on voit que mon bouton, vous voyez, je peux cliquer dessus, donc j'ai un système qui change quand on passe la couleur dessus. Ici c'est un texte, ici c'est une icône et ici c'est ce qu'on appelle un input. Là je peux rentrer du texte dedans. Ce qui est bien, c'est que ça c'est matérialisé par une fenêtre d'options ici, et en fonction de l'élément que vous avez, vos options changent. Alors, si on regarde un petit peu dans le détail à quoi correspondent ces options, d'un côté, toutes les options du haut sont des options dynamiques et personnelles en fonction de l'élément. Si ici, je clique sur l'icône, vous voyez que j'ai la capacité de changer l'icône, j'ai la capacité aussi de faire qu'une icône fasse une rotation. Si je change d'élément, je vais changer la façon dont les options vont se comporter. Vous voyez, à partir du style, c'est similaire. Globalement, on va rester assez proche. Par contre, tout au-dessus, ça change. Ici, je vais avoir l'occasion de changer ce qu'on appelle le placeholder, c'est-à-dire ce qui se place à l'intérieur de cette fenêtre-là. Le type here, je le change en mettant hello. Vous voyez, ça va s'écrire directement hello. Je vais pouvoir aussi rajouter rajouter, on va dire, d'un contenu initial, mais c'est pas très intéressant parce que le contenu initial va correspondre à du texte que je vais directement avoir écrit dedans. Quand c'est un champ vide, c'est pas très intéressant. Par contre, vous allez voir, quand on aura de la donnée, c'est hyper intéressant. Et je peux changer aussi le type de contenu que je souhaite. Je peux demander à récupérer l'email. Je peux aussi demander à récupérer uniquement des integers, c'est-à-dire des entiers. Et à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, imaginez que je souhaite rentrer du texte. Eh bien, vu que mon système attend un entier, je ne peux pas écrire du texte. Par contre, je peux écrire des chiffres. Voilà, ça c'est une des options. Ici, dans les boutons, vous voyez, j'ai assez peu d'options qui vont correspondre à des workflows, mais ça, on en parlera juste après. Et finalement, dans le texte, là, pour le coup, je peux écrire beaucoup plus de choses. Bonjour, etc. Je peux même avoir un rich text editor, c'est-à-dire une fonction qui me permet d'avoir un affichage un petit peu différent, donc plus en mode, je peux maîtriser mon texte, je peux mettre du style. Et carrément utiliser des options qui vont me permettre de limiter le texte, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que si je rafraîchis la page, tous les éléments sont pris en dynamique en fonction de ce que je vais faire. Ici, ce sont des options dynamiques qui se trouvent juste dans cette case-là. En dessous, je vais avoir le style. Donc bien au-dessus, juste au-dessus, vous aurez l'accès au workflow, mais ça on en parlera un peu plus tard. Vous avez l'accès au style, qui est un choix de style, c'est-à-dire que vous avez des styles qui vous permettent de modifier la tête du texte que vous allez avoir. Je vous montre avec l'exemple du texte qui est le plus classique. C'est ici, je peux passer en body, en heading. Vous voyez, j'ai un texte plus gros. En heading 2, j'ai un texte un peu plus petit. En heading 3, j'ai un texte encore plus petit, etc. Donc, vous avez vu, c'est un petit peu emprunté au ce qu'on appelle le SEO avec les balisages, mais ne vous en posez pas plus de questions pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de donner du style à votre élément. Donc voilà, et enfin, vous avez tout ce qui va être option de taille et responsive. Alors là, bien entendu, ces options-là, en tout cas, ne vont pas nous concerner pour l'instant, mais l'idée, c'est de pouvoir modifier la taille de l'élément, en tout cas, la taille de la fenêtre de l'élément, sa position. Donc X et Y, ça va donner un petit peu là où il va se trouver. Et on va voir toutes les options qui vont être présentes en responsive, mais ça, on le verra un peu plus tard. Maintenant, on va regarder au niveau de page et éléments. Ce sont les éléments qui vont se composer en fonction de la position des éléments dans ma page. C'est-à-dire que tous les éléments qui se trouvent ici sont rajoutés au fur et à mesure dans ce qu'on appelle la fenêtre d'éléments. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez, ici, hop, vous voyez, j'ai les éléments au fur et à mesure. Donc ça, c'est assez pratique. Quand je sélectionne, effectivement, au fur et à mesure, ça va apparaître. Comme ça, je ne me perds jamais. Donc ça va me permettre de retrouver tous les éléments de ma page. Chaque nouvel élément va apparaître à l'intérieur. Je peux aussi choisir les différentes pages et rajouter des pages. Là, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif, mais sachez que toutes vos pages se retrouveront ici. Il y en a des pages qui sont préfaites et proposées par Bubble. Enfin, au niveau des éléments à droite, ça, pour l'instant, on ne va pas en parler plus que ça. Sachez simplement que vous avez des éléments visuels qui vous permettent de maîtriser un petit peu mieux l'affichage. Vous allez voir que ici, on pourra utiliser la grille par la suite quand on crée nos premières bannières. Et ici, on va pouvoir utiliser des options qui vont nous permettre de mieux aligner des éléments, un petit peu comme on a sur Photoshop, mais ça, on en parlera après. Bien entendu, ici, vous avez dans la partie Preview la capacité de voir votre page. Maintenant, nous allons passer à la suite, les menus. Les menus, alors, tout ce qui compose Bubble est découpé en menus. Vous avez Design, Workflow, Data, c'est juste ici.
Data, style, plugin. Donc si on regarde un petit peu, hein, pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir, on le remettra en contexte après. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait Bubble se manipule à travers différents onglets comme ça qui vont être les différentes couches de notre application. Et ça c'est assez pratique dans la construction de notre application. Maintenant on va commencer par créer notre première bannière, donc à partir des éléments qu'on a mis en place. Cette bannière va être très très simple. On va commencer tout simplement par utiliser un élément image, ici. Et donc ce qui est pratique avec l'image, c'est que j'ai accès à des options qui vont me permettre soit de mettre ma propre image, mais là ça va pas être mon but. Je vais directement aller chercher une image gratuite. Search for free image. En cliquant ici, j'ai accès directement à des bibliothèques comme Unsplash et Pexel qui sont extrêmement pratiques. J'ai craqué sur cette petite photo de canard qui est, ma foi, pas mal du tout. La photo se met en fonction de ma page et donc s'adapte. Vous allez voir que pour l'instant, ne vous embêtez pas avec le système de taille. Voilà, là, je vais me contenter. Vous voyez, si je fais ça, elle va automatiquement se réadapter. Moi, pour l'instant, je vais juste le faire comme ça. Là, c'est juste pour tester. On pose une image. Je vais poser aussi un texte. Ici. Je vais en profiter aussi pour changer le style parce que, vous voyez, moi, j'ai envie que mon texte soit en heading light. Vous voyez, un petit peu au centre. Et ensuite, je vais utiliser un bouton. Allez, je découvre ici. Voilà. Donc, bien entendu, si vous voulez un petit peu avoir quelque chose de propre, n'hésitez pas à utiliser le clic droit pour les options. Vous voyez là, je peux centrer horizontalement. C'est assez pratique, quelque chose que j'utilise pas mal. Et voilà, en quelques secondes, j'ai créé mon premier élément. Donc si je fais Preview, voilà, tout simplement ma première application. Chapitre 2, on va voir comment créer sa première page. Alors bien entendu, on part du principe qu'on a déjà fait la bannière de l'exercice précédent et on va rajouter des sections supplémentaires. Pour le coup, ces sections supplémentaires, ça va être clairement des blocs. Donc pourquoi des blocs? Parce que c'est ce qu'on utilise le plus dans les sites. Là j'ai fait un bloc de 3 colonnes, hein. En gros j'ai fait service 1, service 2, service 3. Et ce qui est intéressant, c'est que pour ça, je vais utiliser des textes, des icônes et des groupes qui sont des éléments que vous allez voir dans votre page, des éléments visuels sur Bubble. Donc je vous montre à quoi ça ressemble rapidement. Voici l'exemple, hein, que j'ai utilisé comme ça et on va le faire ensemble maintenant. Alors, première chose déjà, je vais commencer par placer mon élément. Je vais placer mon élément texte ici, donc je vais appeler ça mes services ou service, hein, peu importe. Donc là, je vais caler un H2, sauf que là, vous voyez, ça ne me plaît pas, donc j'ai deux choix. Ici, soit effectivement, je mets le champ vide comme on a vu tout à l'heure et je peux centrer, soit clairement, c'est quelque chose que je vais réutiliser un peu partout, je vais pouvoir créer un deuxième style à partir de ça et je vais en profiter pour faire quelque chose d'un peu plus gros. Donc rapidement, je me permets de faire petit aparté avec les styles. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des éléments qui vont donner un style de manière globale. Du moment que vous avez envie de réutiliser un visuel, ou en tout cas une forme de visuel dans plusieurs autres textes, donc clairement, si j'ai envie d'utiliser une police à 24, Barlow 500 à 24 et que j'ai envie de l'utiliser dans plusieurs textes, plutôt que de le faire dans chaque texte, je vais le faire en une fois. Ça a quoi comme intérêt? Ce qui est intéressant, c'est que si, imaginez, j'ai envie de faire une modification dans le site, je vais le faire qu'en une seule fois. Donc ici, mettons, je vais créer un style, je vais mettre 24, voilà, et ça, on va dire que ça va être tout le temps mes titres de mes autres H2 qui vont être mes titres de page. Et donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est que directement ici, vous voyez, j'ai accès à l'option Create a New Style et ça va directement récupérer tout ce que j'ai mis là-dedans, donc H2 Center. Une fois que c'est créé, donc si je regarde dans édition de style, je vais me retrouver sur notre fenêtre, la fenêtre style directement. Et en fait, si on regarde bien, je me retrouve exactement avec les mêmes options que j'avais précédemment, hein, mais dans la fenêtre style. Et donc, qui va permettre de gérer tout ça. C'est-à-dire que si ici, je fais des modifications, j'ai envie de rajouter une ligne, c'est automatiquement pris ici. Et si j'ai un deuxième titre, je mets H2 Center, vous voyez, automatiquement, je vais avoir, vous voyez, j'ai directement, pareil, le style qui est respecté. Donc, une fois que j'ai ça, ce qui est intéressant, c'est que le style, finalement, vaut de manière globale pour tous les éléments. Par contre, si j'avais un style vide, il n'aurait été valide que pour cet élément-là. C'est-à-dire que ici, si j'ai un style vide que j'applique à celui-là uniquement, si j'ai un autre élément qu'un autre style, le moment où je change, malheureusement, il y a tout qui est perdu. Donc, c'est pas forcément intéressant. C'est pour ça que je vous dis, utilisez, si vous le pouvez, des styles quand vous êtes sûr de vous. Sinon, c'est un élément unique, vous pouvez faire un champ vide. Donc, je vais reprendre mon H2 Center, parce que c'est pas mal du tout. Et ici, je vais déjà utiliser quelques éléments déjà pour recentrer. Alors, vous avez quelques éléments qui vont vous aider déjà de base. Sachez qu'en faisant clic droit, vous avez accès à des options qui vous permettent de gérer l'agencement de vos éléments. Ici, par exemple, quand je suis dans mon élément, vous avez vu, j'ai fait clic droit, j'ai fait Center Horizontally, et je vais faire la même chose pour l'autre, Center
horizontally, et hop, ça centre automatiquement. Il n'y a pas que ces éléments-là. Vous allez voir qu'il y a des options en termes d'arrange, c'est-à-dire les menus en haut à droite, grids and border and arrange. Vous allez pouvoir utiliser ça pour faire des blocs qui sont réguliers. Et ça va être extrêmement pratique pour faire les éléments juste en dessous. D'ailleurs, je vais directement commencer maintenant. On a placé une icône ici, que je vais réduire un tout petit peu. Ensuite, j'ai placé un texte qui va me servir de titre. Alors là, pour le coup, même principe, ça va être un H3. Mais vous allez voir que le H3, je ne le trouve pas fou. Donc, je vais décider de le faire vide. Alors, soit de le faire vide, soit directement, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Je vais le changer directement dans le style. Et j'ai envie de mettre un truc légèrement plus gros. Vous voyez, je peux mettre directement 600. C'est pas trop épais non plus. Voilà, ouais, un peu plus petit à la limite. Allez, 18. Et ensuite, je vais mettre un texte classique. Donc là, ça va être service 1, par exemple. Et ici, je vais mettre... Alors, copier-coller, c'est pas forcément recommandé. Donc là, c'est pratique, c'est que la taille du texte prend mon élément. Alors, il faut savoir que ici, mon élément, vous voyez, il n'y a pas toute la phrase, mais c'est pas grave. Si je suis en preview, en fait, ma fenêtre va s'agrandir tout autant que mon élément est grand. Et donc, si vous ne la voyez pas dans votre éditeur, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a une taille de différence. Donc, vous voyez, là, j'ai ça, donc ça, c'est bon. Si besoin, je peux l'écarter quand même pour voir ce que je fais. Et voilà, écoutez, on va grouper ça. L'icône, je vais l'agrandir peut-être un petit peu et je vais mettre un éclair. Je vais mettre ça, écoutez, c'est pas grave. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mes éléments. Je vais rapetisser un petit peu. Et ça, j'aimerais bien le faire 3 fois. Le seul problème, c'est que bon, là, c'est bien, mais j'aimerais globalement pouvoir avoir les 3 éléments et surtout les grouper ensemble pour pouvoir les déplacer en même temps. Je ne vais pas à chaque fois faire ça parce que du coup, je vais les dupliquer, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser l'élément groupe, qui est, comme son nom l'indique, un container. Un container, ça veut dire qu'il contient. Donc, ça vous permet de dupliquer des affichages complexes. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout, ça vous permet de mieux gérer l'affichage sur différentes résolutions. On parlera du responsive un peu plus tard, mais globalement, quand vous passez sur mobile ou quand vous passez sur gros ordinateurs, le fait d'avoir des groupes va vous permettre de mieux faciliter la transition. Et enfin, ça vous permet de charger de la donnée. Et ça, charger de la donnée, on le verra dans d'autres formations parce que c'est un niveau beaucoup plus avancé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai 2 options pour le faire. Soit j'utilise le groupe, hop, je place un carré, vous voyez, je prends mes éléments et je les bascule à l'intérieur. Vous voyez, j'ai un petit icône rouge là, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, j'ai un hop. Donc je peux faire soit comme ça, et une fois que c'est fait, je peux les déplacer. C'est une technique aussi. Alors, bien entendu, si vous voulez voir votre groupe, je vous conseille de mettre un style qui vous permette de le voir. Moi, j'aime bien mettre une petite ombre, vous voyez, tout simple, mais comme ça, on la voit. Et j'aime bien mettre aussi un petit peu le roundness, comme ça, c'est sympa. Mais il y a aussi un moyen un peu plus rapide. Mais bon, quand vous apprenez, choisissez en général la technique la plus simple pour vous, c'est que vous sélectionnez tout ça, faites un clic droit et vous faites Group Element in a Group. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on le maîtrise, hop, ça fait automatiquement un groupe. Bien entendu, comme tout à l'heure, on pense à associer un style. Donc, vous savez quoi, mieux que ça, je vais mettre group border. Vous voyez, group border, ça fait un petit truc comme ça. Je ne sais pas si on voit une petite ligne. Je vais l'agrandir un peu parce que c'est pas très joli comme ça. Et à ce group border, moi, je vais rajouter un petit peu d'ombre. Hop, voilà. Voilà, on va rajouter un truc tout bête. Bon, c'est pas top, mais c'est pas très grave. Mais au moins, voilà, vous avez un exemple. Et donc, maintenant, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir dupliquer en fait tout simplement. Donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, pardon. Je vais déplacer. Je peux me servir, si vous avez nécessaire, si vous avez besoin, vous pouvez me servir de vos repères. Regardez, vous avez des repères qui sont des repères avec le nombre de pixels qui séparent. Par exemple, si j'ai besoin de voir 22 de partout, et hop, donc là je suis à 25, 1, 2, 3, je décale un peu, 22, 22 et 22. Donc ça c'est plutôt pratique. Et ensuite, voilà, je suis à peu près au centre, je pense. Si je fais clic droit, center. Ah ouais. Donc là, si besoin, je vais center. Par exemple, si c'est comme ça, si les 2 éléments sont droits, mettons, je vais regarder par rapport au bord. Vous voyez, 69. Et là, je suis à 76. Donc je vais mettre à 69 aussi. Et là, je peux sélectionner mes 3 éléments. Je vais décider de les distribuer horizontalement, c'est-à-dire que je vais les mettre tous à égale distance et je vais aller dans Arrange pour ça et sélectionner Distribute Horizontally. Si j'avais besoin, bien entendu, si j'en avais un qui était décalé par rapport à d'autres, j'aurais pu faire aussi Align Top. Donc là, c'est le même principe. Hop, hop, Arrange.
align top. Et là, on se retrouve avec un éditeur finalement qui nous permet de faire du visuel. Bon, pour l'exemple, bien entendu, je vais modifier ça, je vais mettre service 2 et ça va être... Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, pour le style, c'est pareil parce que le style marche un peu partout, hein. Et ici, je ne peux pas changer la couleur. Si j'enlève le style de mon icône, je vais pouvoir changer la couleur. Vous voyez, là, je peux faire un bleu, je peux faire un rouge, voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en fait, le style va tout gérer. Une fois que j'ai ça, on va aller sur la partie afficher le rendu. Bon, afficher le rendu, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Sachez une chose, c'est que quand vous allez faire du rendu, il est possible que les éléments que vous ayez pensé droit, alignés, puissent partir un peu en sucette. Voilà, je suis pas mal plus large de ce que je vois sur mon éditeur. Ici, vous voyez, par exemple, si j'étais légèrement décalé, vous voyez, je décale de 2, pour vous donner un exemple, c'est tout petit ici, ça se voit quasiment pas. Si je rafraîchis, vous voyez, ça me paraît beaucoup plus décalé. Bien, en fait, ça, c'est dû... alors, un grand principe sur Bubble, c'est ce que vous voyez dans l'éditeur va être une vue qui est accessible, mais une fois qu'elle est projetée, ce n'est pas la même vue, en fait. Et donc, du coup, il y a des éléments que vous voyez là, ici, mais qui ont des règles que vous ne voyez pas, qui sont liées au moteur responsive. Et ça, il faut savoir que c'est totalement normal. Les éléments, finalement, s'ils ne sont pas alignés correctement, si la taille est plus large que prévu, un peu comme j'ai, c'est très souvent dû au système de responsive. Si vous n'avez pas envie de vous embêter, surtout pour démarrer, je vous inviterai à voir le responsive un peu plus tard, il y aura des programmes spécifiquement pour ça. Je vous invite à faire une action toute bête, c'est que quand vous cliquez sur votre page, donc vous cliquez en dehors de votre page, en dehors de cette zone bleue, juste ici en fait vous avez accès à la taille de votre page, à sa largeur, à sa hauteur, et si vous cliquez sur Make this element fix with, en fait, ça va bloquer la page et enlever le responsive et du coup, ça va empêcher que le truc parte dans tous les sens. Vous voyez, là, c'est quelque chose de plus propre entre guillemets. Pourquoi je le fais comme ça? C'est tout simplement, en fait, si j'avais voulu faire quelque chose de large avec le texte au milieu, j'aurais dû rajouter quelques détails et tout le monde n'aurait pas eu le même affichage en fonction de votre ordinateur, de si vous n'avez pas fait une bêtise et ça n'aurait pas mis tout le monde d'accord et il y aurait pas mal de problèmes. Donc au moins, tout est réglé. Il vous suffit d'activer l'option Make this element fixed with, et au moins c'est réglé comme ça. Et enfin, ça nous permet effectivement, quand on clique, vous l'avez bien compris dans la partie preview, ça me permet d'avoir un affichage. Alors attention, il y a une chose qui est importante, c'est que dans la partie preview, vous êtes sur ce qu'on appelle une version test. D'accord? Il y a un deuxième affichage possible sur Bubble qui s'appelle le live. Donc si on regarde et si on enlève par exemple ici le version test de mon application, oui, j'ai un debugger aussi. Si j'enlève le version test de mon application, vous allez voir qu'il y a une page qui est totalement différente. En fait, ça c'est emprunté au développement. C'est que vous avez une version, ce qu'on appelle de développement, où se font tous les tests, où la base de données est différente, et une version de production. Vous voyez, là, j'ai pas du tout les mêmes affichages, j'ai même pas du tout la même page. En fait, ça, c'est un artefact du la précédente page. Vous savez, avant que j'enlève l'assistant, et bien ça, en fait, si je veux avoir ma page normale ici déployée en ligne, il faut que je fasse ce qu'on appelle deploy to current version, deploy current version to live. Et là, je vais nommer juste un, par exemple, pour donner un nom, tout simplement. Et là, vous allez voir que si ici je rafraîchis, mon système va avoir l'affichage correct et il n'y aura plus de version de test. Mais par contre, effectivement, si je fais une modification ici et que je décale le bouton, vous allez voir que ici il ne se passera strictement rien. Pourquoi? Parce que c'est une version différente de ce que j'ai et il faut d'abord ce qu'on appelle que je déploie en fait, que je déploie en ligne pour que ce soit pris en compte. Ce qui est extrêmement pratique, quand vous allez apprendre à travailler sur Bubble, ça va être extrêmement pratique parce qu'au moins si vous faites des tests, si vous faites des bêtises ou quoi, ça vous évite d'avoir une application qui est en ligne et qui est crashée. Vous voyez par contre là si je suis en version test, mon élément est bien décalé. Et vous voyez si du moment que je bouge quelque chose, hop, j'ai un message qui me dit « Attention, ton application a été update ». Donc, il faut rafraîchir la page pour continuer. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, l'introduction responsive, je vous en ai parlé tout à l'heure. Très rapidement, il faut savoir que tout ce que vous voyez est une projection. Et si vous voulez avoir un aperçu de à quoi ça rendra dans les différentes résolutions, ici, si, bien entendu, j'ai cliqué sur « Fixed with », mon élément ne s'affichera plus. Si je décoche cette case, ici, il nous donnera un affichage en nous montrant, vous voyez là déjà ça part un peu en sucette, en nous montrant en fonction des affichages comment ça rend. Donc vous voyez là globalement j'ai quand même quelque chose qui est adapté, qui est plutôt propre, mais qui reste que dans l'ensemble j'ai pas géré grand chose. Vous voyez, j'ai fait une application de manière propre quand même dès le début, mais bon, dans l'ensemble c'est pas non plus exceptionnel. Et pareil dans la longueur, au final on s'aperçoit que le truc sert assez bien, mais voilà, sachez que ça vous donne différents supports. Et le problème, c'est que vous ne pouvez pas modifier ici directement le placement. Vous pouvez changer juste des options.
sachant qu'aujourd'hui, le système de responsive de Bubble est en train d'évoluer. Une nouvelle version qui est censée arriver bientôt en février 2021. Donc pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans les détails exprès, mais sachez que c'est possible. Et pour le coup, moi, je vous conseille pour l'instant, juste pour le démarrage, de désactiver cette option en cliquant sur Make this element fixed with. Voilà. Alors, il est possible que vous rencontriez certains problèmes tout simplement sur certains affichages. Donc, premier point, un truc qui est un peu pénible sur Bubble, c'est le texte qui n'apparaît pas. Donc, il est possible, dans certains cas, quand vous faites du texte, que vous le mettez sur un élément, par exemple H1 dark, si mon texte est plus petit, il disparaît tout simplement. Et bien ça, en fait, c'est dû au fait que le texte, s'il est trop grand, n'apparaît pas dans l'élément qu'il contient, et donc il faut juste agrandir la fenêtre, alors pas en largeur, hein, ça ne sert à rien, mais en hauteur. Et là, ça s'affichera à nouveau, sachez-le. Un élément ne rentre pas dans le groupe. Aussi, truc très intéressant, c'est que si vous faites la technique de mon groupe dans lequel je vais rajouter mon élément, mettons ici, mettons que j'ai un groupe qui fait cette taille-là, voilà. Vous déplacez votre groupe, le truc qui est rouge là, très bien, vous voyez que ça rentre dedans. Mais par contre, si mon élément était plus grand, vous ne pourrez jamais rentrer dedans. Et donc, vous n'aurez jamais l'élément rouge. Hein. Bah, tout simplement parce que ça ne considère pas que l'élément peut rentrer dedans car il est trop grand. Donc à ce moment-là, il faut réduire la taille pour que ça passe. Et une fois que c'est bon, vous êtes dedans. Donc ça, il faut le savoir. Des fois, ça peut être pénible parce qu'on ne trouve plus l'élément, quoi. Un élément est caché par un autre, tout simplement, c'est quand il y a une superposition, c'est-à-dire qu'un élément est au-dessus d'un autre élément. Alors là, on ne l'a pas vu jusqu'à maintenant, mais imaginez mon image, je vais la break to front, c'est-à-dire je vais l'avancer, pardon. On a un peu l'effet calque, c'est-à-dire qu'il y a une disposition et que plus l'image est proche de moi, plus elle cache les éléments en dessous. Donc vous voyez, quand je clique dessus, de toute façon, elle prend automatiquement cette propriété, mais c'est juste pour l'affichage. Enfin, c'est juste le temps que je la sélectionne. Par contre, si je fais bring to front, je l'affiche, vous allez voir que ici mon élément a totalement caché le titre et le bouton. Pareil, si je déplace un élément ici, hop, vous voyez, il disparaît. Et pourtant, si vous souhaitez le retrouver, il faut utiliser cet élément-là, donc ce qu'on appelle, on va dire, le search for element. Vous pouvez utiliser aussi l'élément tree, hein, qui vous donne les éléments qui sont groupés à l'intérieur d'autres éléments, c'est pratique. Mais il n'y a pas tellement d'ordre ici, hein, ça ne veut rien dire l'ordre, vous pouvez même pas les déplacer en plus, donc il n'y a pas d'ordre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut gérer l'affichage, mais il n'y a pas de superposition par ici. Tout ce que vous pouvez faire, à la limite, c'est trouver votre élément, faire un send to back pour retrouver les éléments nécessaires parce qu'ils ont été cachés par un autre élément, et replacer l'élément en question. Hop, ensuite, tac, tac, voilà. Maintenant, il arrive parfois que vous n'arrivez plus à ouvrir votre preview. Ça peut être un bug parce que vous avez changé, vous êtes allé sur Google, et vous cliquez sur votre preview va passer directement sur la page sur laquelle vous avez cliqué. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à Google Chrome, mais ça fait ça. Donc à ce moment-là, il vous suffit de quitter la page et de recliquer sur preview pour refaire afficher votre pop-up. Bon, pour votre onglet, et parfois, attention, si vous faites 15 000 trucs, il se peut que vous perdiez votre onglet, donc faites gaffe à ça. Et enfin, dernier élément, attention au copier-coller, parce que les copier-coller dans Bubble, selon ce qui se passe, ça peut être le mal, parce que vous allez copier aussi des bêtises, et des bêtises que vous ne verrez pas toujours. Ça m'est déjà arrivé de retrouver dans une application un texte d'exemple qui est resté bloqué, parce qu'il est caché sous un autre élément dans mon éditeur, mais que je ne le vois pas affiché, et pourtant qui, forcément, malheureusement, s'affiche bien quand on joue sur le site, parce que bien entendu dans votre texte, si je cache cet élément-là ici, vous ne le voyez plus, mais lui, il existe toujours, et donc on va le retrouver directement en plein milieu de votre page. Donc ça, c'est à faire attention. Enfin, on va finir par l'exercice. L'exercice ici consiste, donc je ne vais pas le faire avec vous pour le coup, ça va être vraiment l'idée de vous montrer à quoi ça doit ressembler. Ça va être dans l'objectif de créer à travers un texte, donc un texte, alors un groupe, des images, un autre texte. Après, j'ai créé aussi une section avec un fond. C'est à vous de voir comment vous souhaitez le faire, je ne mets pas de règles par rapport à ça. L'idée, c'est d'avoir un affichage à peu près similaire, c'est-à-dire une image avec un texte, une image à gauche, un texte à droite, un titre qui est un peu mis en avant, et une image, vous voyez, mon image respecte les bordures de mon groupe. Voilà, donc c'est un peu l'exercice. Et bien entendu, je vous laisserai accès à l'application, le back-office, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Maintenant, passons au chapitre 3, bien entendu. Ici, on va aller une étape encore plus proche de la partie
applicative avec la création d'un formulaire et le fait de commencer à penser en termes de base de données et de workflow. Déjà, premier point, bon, partons du principe que vous avez rajouté la bannière, les services, l'exemple d'utilisation qui était l'exercice du chapitre précédent, et un formulaire d'inscription. Et le but, c'est que ce formulaire d'inscription, bien entendu, on puisse rentrer de l'information dedans. Et en plus de ça, hop, en plus de ça, on va rajouter le petit message qui va bien. Donc pour ça, déjà de base, on va commencer à utiliser, vous voyez, j'ai un truc qui fait hyper fonctionnel. Déjà, le premier principe, c'est d'utiliser des éléments qu'on appelle les inputs form. Donc en fait, ces éléments-là sont des éléments qui permettent d'enregistrer de la donnée. Je reviens sur mon exemple. Bien entendu, ici, je reprendrai, je ne vais pas reprendre la suite, on va partir de cet exemple-là. Déjà, les input forms se trouvent juste ici et en fait permettent ce qu'on appelle d'enregistrer de la donnée, c'est-à-dire que dans un formulaire, vous avez ce qu'on appelle des champs, et ces champs vont permettre d'enregistrer de l'information. Le plus classique d'entre tous est l'input. Si je le prends et que je le pose, c'est un élément tout bête, vous voyez qu'on en a parlé tout à l'heure rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est que cet input permet de rentrer de la donnée affichable. Le terme affichable est intéressant parce que ce sont des données dites simples, c'est-à-dire vous avez un texte, texte, nombre, etc. Et du coup, vous allez pouvoir choisir à travers les paramètres le type de données que vous recherchez. C'est-à-dire que ici, si la personne doit rentrer du texte, dans ma preview, ça ne pose pas de problème, j'ai laissé le champ texte, elle va pouvoir mettre ce qu'elle souhaite. Elle peut mettre autant du texte que des chiffres. Maintenant, je vais revenir ici et je vais changer en disant je veux un email. Et bien ici, vous allez voir que désormais, la personne peut mettre texte et chiffres, mes caractères, mais que l'élément sera toujours rouge si elle ne rajoute pas arrobase quelque chose derrière. Donc, bien entendu, attention, voilà. Il va essayer de reconnaître le format du mail. Donc, ici, il n'y a pas que l'arrobase, hein, mais arrobase, le nom de la boîte, au moins, ça va rendre le mail valide. Bien entendu, j'ai plusieurs sortes de formatage et je vous laisse le choix de tous les vérifier. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de limiter les abus puisque finalement, quand vous rentrez une input, vous rentrez dans une base de données et cette base de données attend une donnée spécifique et le formulaire est là pour bloquer le type d'information que l'utilisateur pourrait rentrer. Maintenant, on va enregistrer l'information, c'est-à-dire que je vais utiliser un bouton puisque Bubble ne permet pas de rentrer automatiquement de l'information. C'est la programmation visuelle, donc forcément, vous allez donner les instructions pour que votre système sache quoi enregistrer et quand l'enregistrer. Pour ça, l'input doit être relié à un déclencheur. Le déclencheur, pour le coup, ça va être un événement qui va déclencher une suite d'actions qu'on appellera un workflow. Et pour ça, tout simplement, on va utiliser un bouton. Alors attention, le principe de workflow, c'est vraiment un des concepts majeurs de Bubble et je vous conseille vraiment de maîtriser cet aspect-là parce que c'est finalement tout ce qui fait de Bubble un outil aussi puissant. Donc ici, je vais taper email, je vais dire que ça va être une inscription à l'email. Voilà, et bien entendu, ici, je ne vais pas oublier de faire quelque chose d'un peu propre. Formulaire d'inscription. Ici, voilà. Donc, ce principe-là, c'est, on va le caler un peu de manière sympa, voilà, et on va mettre un bouton, hein, tout simple. Ici, voilà, hein, je cherche pas le truc le plus compliqué, et voilà. On va dire qu'on est à peu près centré. Et donc, l'idée, c'est que ici, je devais créer un workflow, et donc, pour faire ça, je vais commencer à cliquer sur Start Edit Workflow et ce fait de cliquer sur ce bouton va commencer à générer ce qu'on appelle un événement. C'est qu'est-ce qui se passe quand bouton s'enregistrer est cliqué. Donc quand bouton s'enregistrer is clicked. Et donc là, on va voir le principe de workflow. Alors rapidement, le workflow, c'est un flux d'action qui va démarrer à partir d'un événement déclenché sur la page. Pour le coup, ici, l'événement déclenché, c'est le bouton s'enregistrer quand le bouton s'enregistrer est cliqué. Ce qui se passe, c'est que ici, une fois que l'événement est déclenché, j'ai deux types d'événements. Je peux avoir des événements déclenchés de manière active, c'est-à-dire, dans mon cas, on va se retrouver avec l'utilisateur qui a cliqué sur quelque chose. Là, dans mon cas, il a cliqué sur un bouton. Mais il pourrait y avoir d'autres éléments. Vous voyez, je peux avoir quand un élément est cliqué et je peux choisir n'importe quel élément, quand la valeur d'un input est changée, donc c'est-à-dire quand un texte est mis dans une case,
ou quand effectivement je peux avoir aussi d'autres actions qui sont des actions dites plus passives, c'est-à-dire des actions comme par exemple la page est chargée. Je peux aussi avoir des actions quand l'utilisateur est connecté ou toutes les 5 secondes. Le but, c'est que là, à ce moment-là, ce n'est pas dépendant des actions de l'utilisateur. À part l'action sur la page, on peut dire qu'il a rafraîchi sa page, mais le but, c'est de se dire, OK, la chose se lance automatiquement. Une fois que cet élément de trigger, d'événement est fait, les actions vont se lancer. Les actions, qu'est-ce que c'est? Ce sont les éléments qui sont juste en dessous, ici. Et je vais pouvoir ajouter des actions. Alors, bien entendu, ça peut être, c'est ce qui va concerner tout ce qui va être réalisé sur votre application. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être vraiment autant de la navigation du style aller sur une autre page, connecter mon utilisateur, le connecter avec un social network, c'est-à-dire un réseau social, analyser les données, faire un paiement, envoyer un mail, afficher une pop-up. Il y a plein de choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces éléments-là vont être dynamiquement présents selon le type d'action en fonction des éléments qui vont être présents sur votre page. C'est-à-dire que, mettons, vous allez le voir avec l'exemple d'alerte, j'ai Element Action, bien tant que je n'ai pas un certain élément sur ma page, il y a des options qui ne vont pas apparaître ici. Et ça, c'est extrêmement pratique, ça évite de se tromper. Donc ici, ça vous permettra de rajouter des actions. Et ce qui est cool aussi, c'est que ces actions, en étant rajoutées, elles vont être linéaires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire des petites constructions, des petits schémas, c'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter des actions, ici, rajouter des actions, voilà, et au fur et à mesure, elles vont effectivement s'ajouter, et bien entendu, elles sont ajoutées avec l'élément déclencheur qui est le bouton s'enregistrer qui va déclencher mon action. Je pourrais avoir d'autres actions, d'autres événements qui vont être lancés, qui vont lancer d'autres actions. Et donc, on va avoir comme ça des enchaînements de choses qui vont permettre finalement de rendre ma page dynamique. Alors, bien entendu, il n'y a pas de limite entre guillemets au nombre d'actions, mais forcément, plus il y a d'actions et d'événements, plus au bout d'un moment ça va ramer tout simplement parce que il faut savoir que ces actions-là vont avoir un impact sur le navigateur parce que ça va prendre ce qu'on appelle de la RAM en fonction des actions qui vont être faites. Mais voilà, si je vous montre rapidement un schéma, ici, je peux faire un truc tout bête, c'est que je peux décider, mettons, quand je vais cliquer sur le bouton enregistrer, je vais me cacher cette image-là. Voyez? Eh bien ici, je vais pouvoir faire une action, Element Action, je vais cacher un élément et je vais cacher l'image A. Voyez? Et c'est aussi bête que ça. Mon bouton, je clique dessus, hop, ça c'est ce qui est caché. Voilà. C'est tout bête. Voilà. Je peux faire toutes sortes d'actions comme ça. Et d'ailleurs, la première action qu'on va faire, ça va être moins du visuel, mais ça va être surtout d'enregistrer de la donnée. Donc, première chose, mon but, c'est que quand on clique sur la partie événement, sur la partie bouton, on va créer un événement. Donc voilà, bouton envoyer is clicked, bouton enregistrer is clicked. Et en fait, ça va déclencher mon workflow. Donc ici, pour déclencher mon workflow, j'ai deux façons, hein. Soit je clique sur mon bouton Start Edit Workflow, juste ici, et ça rajoute directement mon action, soit je crée mon action, enfin mon événement, pardon, c'est de bien faire la différence, mon événement à la main. Pour le coup, je vous conseille de cliquer sur Start Edit Workflow, c'est beaucoup plus simple comme ça. Là, ce que je vais commencer par faire, c'est enregistrer ma donnée, et pour ça, je vais aller faire ce qu'on appelle un Create a New Thing. Alors, Create a New Thing, c'est quoi? C'est je dis à mon système de créer une nouvelle chose. Vous voyez, c'est dans l'onglet Data, ici, Create a New Thing. Et ici, en fait, il va me demander quel type de données tu souhaites créer. Et là, vous voyez, je n'ai rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais suivre un peu les instructions. Je vais créer a new type, un nouveau type de données. Et là, je vais me poser la question, qu'est-ce que je cherche à enregistrer? Je cherche à enregistrer un email. Je vais enregistrer les personnes qui se sont enregistrées finalement à ma liste. Donc, je vais mettre inscription. Voilà. Je mets OK. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est en train de créer une nouvelle table dans la base de données. Ici, si vous allez dans la partie Data qui correspond à l'onglet qui concerne tout ce qui va être votre base de données, j'ai créé une nouvelle table ici, c'est-à-dire un élément qui va me permettre d'enregistrer de la donnée. Je préfère m'arrêter là pour ce chapitre pour prendre plus de temps pour présenter un chapitre complet dédié à la base de données. Chapitre 4, enregistrer l'information du formulaire et surtout comment fonctionne la base de données sur Bubble. Donc déjà, il y a 2-3 petites choses à faire pour comprendre ce qu'est une base de données. Imaginez, donc on appelle ça une base de données relationnelle, hein, ce sont des éléments qui sont en relation. Imaginez qu'une table de données, c'est finalement un ensemble de données organisées sous forme de tableaux. Alors des tableaux en 2D tout simplement, vous avez
des colonnes et des lignes. Pour l'exemple, j'ai pris l'exemple d'un garage. Imaginez que vous avez une base de données de garagistes, vous avez des utilisateurs qui sont des clients, vous avez des voitures. Alors, quand je dis garage, hein, c'est un truc en ligne, hein, c'est le Bon Coin version voiture, hein, pardon. Vous avez des utilisateurs qui sont des clients, des voitures qui sont des voitures tout simplement, et des accessoires qui correspondent à des accessoires de voitures. Si je fais un petit peu le détail au niveau de mon tableau, je vais d'un côté avoir des colonnes qui correspondent à des catégories d'informations. Je peux avoir dans la table utilisateur un prénom, un nom, un âge, un email. Dans la table accessoires, je vais avoir constructeur, type, prix et poids. Et voiture, je vais avoir constructeur, année, prix, couleur. Ces informations-là, finalement, vont constituer les grandes colonnes de ma base de données, uniquement les colonnes. Quand je parle de table, en fait, ma base de données, c'est vraiment un ensemble, il y a toutes mes données dedans. Et la table, en fait, c'est une partie de ma base de données qui concerne une information en particulier que je souhaite stocker comme utilisateur. Je vais stocker dans la table utilisateur tous les utilisateurs. Dans la table accessoires, tous les accessoires. Et dans la table voiture, voiture. Si tu es développeur et que je vulgarise un petit peu trop, je m'en excuse, c'est que n'étant pas technique, j'essaye de vulgariser au maximum, peut-être en disant un petit peu des bêtises parfois. Donc, une fois qu'on a les colonnes, on va avoir des lignes et les lignes correspondent à de nouvelles entrées. C'est-à-dire qu'un nouvel utilisateur va avoir sa propre ligne à chaque fois. C'est-à-dire que utilisateur A va avoir un prénom, un nom, un âge, un email. Utilisateur B va avoir une nouvelle entrée, une nouvelle ligne et donc va avoir quand même un prénom, un nom, un âge, un email. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ces données-là, elles ne sont pas totalement anarchiques, comme on en a parlé sur Bubble. Quand vous avez un prénom, un nom, vous avez des données qui correspondent à un type, c'est-à-dire que, comme on a vu sur l'input, le prénom c'est un texte, le nom c'est un texte. L'âge par contre c'est un number, c'est-à-dire un chiffre ou un nombre pour le coup. Et l'email ça va être aussi un texte. Eh bien ça va être pareil, vous avez d'autres types, vous avez la possibilité par exemple d'avoir une image. Dans le cas où je suis constructeur, je vais avoir un logo. Si j'ai une année de création, je vais avoir une date et ça va être spécifique sous Bubble. Je peux aussi avoir la particularité d'avoir des données qui sont reliées entre elles. C'est-à-dire que, mettons, une voiture va appartenir à un utilisateur ou va être construite par un constructeur. Je ne vais pas m'amuser à mettre une donnée texte. Je vais pouvoir utiliser la donnée constructeur qui est présente dans une autre table directement dans ma table voiture et donc relier constructeur et voiture par un lien. Par exemple, une voiture appartient à un constructeur et un constructeur possède plusieurs modèles de voitures. Mais bon, ça vous avez le temps. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces catégories a des typologies prédéfinies, que ces typologies prédéfinies doivent être respectées sous Bubble. Si je reprends un peu l'exemple de ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai créé inscription, inscrit ici. Ici, ce sont les premières données que Bubble m'a permis de créer. J'ai une donnée créateur qui correspond à un utilisateur, qui est une donnée, vous voyez, qui est reliée à l'user ici, qui est une donnée qui est automatiquement faite par Bubble. Et je vais avoir la date de modification, la date de création et le slug. Ne vous prenez pas la tête pour l'instant. C'est un truc pour le référencement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau field, un nouveau champ. Et là, ce que je vais chercher à enregistrer, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, l'email. Ici, je vais taper email. Et vous allez voir que dans le field type, je ne vais pas avoir l'élément email, tout simplement parce que l'élément email correspond à un texte. Et donc ici, ce que je vais aller avoir à cliquer, c'est uniquement l'élément texte ici, et je crée. Et vous voyez, le champ email vient d'être automatiquement créé dans ma table inscription. Je reviens donc dans ma partie enregistrer l'information, je reviens directement dans la partie workflow. Et donc, quand je vais créer une nouvelle inscription, je vais récupérer l'information qui se trouve dans mon input et en fait, je vais décider que email sera égal à la valeur qui est contenue dans mon input. Et vous allez voir quelle forme ça prend sur Bubble. Si je reviens ici, je vais set another field, c'est-à-dire remplir un champ particulier. J'aime beaucoup traduire en fait ce qui se passe sur Bubble. Ici, je vais choisir de remplir l'information email et égal, donc qu'est-ce que email? Quand je clique dessus, je vais dire où se trouve l'email que je souhaite enregistrer. Je clique sur Input Email et là, il va me proposer trois choix, Values, Is Valid ou Isn't Valid. Là, ici, Bubble en fait me propose de savoir quel est l'élément de l'input que je souhaite récupérer. Pour le coup, moi, si je cherche à récupérer quelque chose, c'est bien ce qu'il y a dans le champ. Donc, je vais chercher à récupérer la value.
Si c'était isValid ou isInvalid, ça va être une condition. C'est si c'est valide, ça veut dire is yes ou no. Moi, ce que je veux récupérer, c'est la valeur. Et donc, la valeur de l'input, ça va être globalement, ça va correspondre à l'email de l'utilisateur. Là, je fais ça, vous voyez, une fois que si c'est validé, c'est bleu, hein. Si j'ai une erreur, c'est-à-dire que si je m'arrête ici, c'est rouge, et vous voyez, j'ai une issue. Je ne détaille pas trop dans la formation, parce que je pense que, enfin, il y a un cours dans d'autres formations qui explique plus en détail, mais c'est assez intuitif pour que je n'ai pas décidé de perdre de temps là-dessus. Ici, value. Une fois que c'est validé, je n'ai plus qu'à tester ce qui va se passer quand je vais faire preview. N'oubliez jamais, bien entendu, de tester votre système. Ici, je clique sur s'enregistrer. Et là, vous allez voir, je n'ai rien rempli. Mais pourtant, bien que je n'ai rien rempli, il va se passer quand même quelque chose. J'ai une donnée qui a été créée. Alors, c'est une donnée vide, hein, bien entendu, mais j'ai quand même une donnée qui a été créée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose en remplissant cette donnée. Thibaut.auto.fr. J'enregistre. Je n'ai rien de marqué. Hein. Vous voyez, j'ai aucune information qui me permet de dire c'est bon ou c'est pas bon. Et donc, si je reviens dans ma base de données et que je vais refresh ma data, vous voyez, j'ai bien enregistré à 4h55, 16h56 pour le coup, enfin 4h55 c'est bien ça, la donnée, mon email, et donc c'est bien enregistré, donc ça fonctionne. Et donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors, maintenant qu'on vient de vérifier ça, bien entendu, ce n'est pas valable que pour cet exemple. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir rentrer toutes vos données, les vérifier quand vous rentrez de l'information du style create a new thing. Et donc ça va être tout ce qui va être avec votre base de données. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. Vous pouvez rajouter plus de choses. Vous pouvez notamment rajouter des éléments visuels. Sans aller dans la création avec le prénom, je vais directement vous amener à un bonus 1 et un bonus 2. Que je trouve ça intéressant, c'est déjà des options qui vont vous donner un peu plus de corps visuellement à ce qui se passe dans l'application. Il y a une première chose que j'aime bien déjà, c'est que pour montrer à quelqu'un qu'il s'est passé quelque chose, je vous conseille déjà de base, alors de vider l'email, et deux, ça implique aussi d'avoir un système qui vérifie que l'email ne soit pas vide. Alors pour ça, rapidement, il vous suffit de cocher ça. This input should not be empty, et comme ça, automatiquement, ici, si je clique sur enregistrer mais que je n'ai rien remis dedans, il va m'empêcher de le faire. Vous voyez, enregistrer, c'est pas valide, donc c'est pas validé, enfin, c'est pas valide, donc il ne va pas enregistrer l'information. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est faire en sorte que le champ se vide pour faire en sorte que la personne comprenne qu'il s'est passé quelque chose et pas avoir un truc vide. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais rajouter, vous voyez, à la suite de cette action, je vais créer une nouvelle action et je vais aller directement dans une partie Element Action et je vais aller directement faire ce qu'on appelle un reset input, c'est-à-dire je vais enlever tout ce qui est présent dans cet input. Et ce qui est bien, c'est que Bubble est assez intelligent et il va te dire je sais ce que tu as ici comme enregistrement d'informations, donc je vais vider les champs qui sont concernés par ça. Comme ça, c'est pas bordel en fait sur l'application. Et donc, si j'ai ce système-là, je vais rentrer un email bidon. Voilà. Gmail.com. J'enregistre. Et là, le champ vient de se vider automatiquement. Alors, bien entendu, c'est sympa, mais ça forcément, ça ne suffit pas à valider un élément. Donc, si vous voulez avoir une confirmation encore plus visuelle pour l'utilisateur, il faut utiliser l'élément alert. L'élément alert, c'est un truc qui est juste ici, qui va avoir un comportement autonome, c'est-à-dire que je vais le glisser ici, vous voyez. Je vais mettre un message de confirmation. Votre message, votre inscription est validée. Et là, je vais pouvoir mettre une warning alert ou une standard alert. Je vais mettre standard alert, hein, mais je peux changer le style si nécessaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, l'élément de base, il n'est pas visible. C'est-à-dire que ici, si je rafraîchis la page, l'alerte n'apparaît pas sur ma page. Ouais. Et bien ça, je vais pouvoir le configurer au niveau de mon workflow. Ici, je viens dans mon workflow. Je vais créer un element action et vous voyez, l'élément show message vient de se rajouter. Ça, c'est grâce à la fonction dynamique sur Bubble. C'est-à-dire que ici, vous pouvez rajouter cet élément-là et il n'apparaîtra uniquement que si l'élément alerte est présent. Et donc, je clique sur Show Message et il y a des valeurs qui sont automatiques avec des valeurs qui vont apparaître, combien de temps il va apparaître, combien de temps il va mettre à apparaître au niveau de la transparence, etc. Je vais le laisser comme ça parce que pour moi, c'est nickel. Et ici, du coup, je vais le tester avec vous. Voilà, @gmail.com. Mon inscription est validée.
Et donc, j'ai bien mon message d'alerte qui disparaît ensuite. Voilà, c'est parfait. En tout cas, pour finaliser ce chapitre-là, je vous conseille quand même de vous amuser à rajouter quelques champs spécifiques. Vous pouvez rajouter un prénom, un nom. En tout cas, faites-vous plaisir. Et si vous voulez rajouter encore plus d'éléments visuels, faites ce que vous souhaitez. Et nous, on se retrouve au prochain chapitre. Maintenant, on va rajouter des fonctions encore plus spécifiques. On va se décider d'envoyer un email à chaque réponse. Alors au début, on va commencer soft, on va s'envoyer d'abord un email pour nous. C'est-à-dire que vous allez être prévenu quand votre email, quand quelqu'un s'inscrit et au moins vous allez pouvoir suivre ce qui se passe dans l'app data et donc les données qui sont remplies, histoire de ne pas avoir à vérifier tous les 4 matins. Donc déjà de base, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un système d'email et vous allez voir, c'est extrêmement bête, c'est que sur Bubble, c'est quasiment automatiquement tout fait. Je reviens sur mon application. Ici, je suis derrière les bonus que j'ai mis en place et ici, je vais rajouter l'option email, send email. Et donc, je vais avoir des paramètres à rentrer. Donc, au niveau des paramètres, je vais être tout bête. Je vais pouvoir remplir les champs que je souhaite. Donc, ça va être le champ de l'email en question de ma boîte mail. Donc, voilà, auto.tools ou .fr, peu importe. Je vais avoir le sender email. Alors, pour le coup, je vais utiliser une donnée dynamique. L'idée de cette donnée dynamique, c'est de pouvoir utiliser une donnée qui se trouve dans ma base de données. Et ça tombe bien, puisque le mail de l'utilisateur, je vais l'utiliser comme si c'était la personne qui m'envoyait un email en disant, bon voilà, quelqu'un vient vous contacter. Et là, pour ce coup, j'ai juste à cliquer sur Insert Dynamic Data et vous allez voir, j'ai un ensemble de choses qui apparaissent. Et moi, ce que je veux, c'est finalement récupérer la valeur de la personne, de l'email qui s'est inscrit pour pouvoir être l'email qui m'envoie le mail. Et pour ça, Bubble a pensé à tout. Il y a un truc qui s'appelle Result of Step qui n'apparaît que quand votre système se trouve dans une suite d'actions avec une création à un moment. Et quand je clique dessus, je vais avoir accès finalement aux informations qui se trouvent enregistrées. Ça tombe bien, j'ai enregistré l'email de l'utilisateur et du coup en faisant ça, ça va être lui qui va m'envoyer cet email. Quand je dis lui, c'est son email. Sujet, un nouvel inscrit sur votre plateforme. Et ici, je vais rajouter une description. Bonjour, tu as un nouvel inscrit. J'aime bien me tutoyer. Nouvel inscrit sur ta plateforme. Voilà, tout simplement. Ici, je ne cherche pas de unsubscribe parce qu'il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de liste email. Je peux attacher une donnée, mais là, pour le coup, c'est pas intéressant parce que le but, c'est un message d'information. Vous allez voir, c'est assez peu personnalisé finalement. Et je vais tester ça. Vous allez voir, c'est extrêmement bête, finalement, tout ce que j'ai fait. Donc ici, je vais me contenter de faire un preview. Ça rafraîchit ma page. Et donc, je vais tester le workflow. Et bien entendu, quand je teste le workflow, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir d'un côté recevoir un mail, mais vous allez voir que, mine de rien, le mail que vous allez recevoir, il n'est pas fou. Pourquoi? Parce que, effectivement, ouais, c'est automatique, je vous amène ça. Alors, c'est intéressant, voilà, parce que, effectivement, vous recevez votre mail, à Thibaut Marty, donc je reçois mon mail. Et par contre, effectivement, l'adresse, un peu dégueulasse. Bon, le reste est cool, mais l'adresse est un petit peu dégueulasse. Il y a d'autres moyens, bien sûr, de configurer l'email. J'en parle pas maintenant, mais heureusement qu'il y a d'autres moyens, notamment via SendGrid. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir un système tout bête. Dans le cas d'une confirmation, pour mon cas, c'est pas très grave d'avoir ça. L'idée, c'est par contre que vous avez une adresse en @bubbleapps.io et ainsi que le début de l'application, le nom de domaine de votre application. Mais au moins, ça fonctionne. Et vous voyez, l'email d'envoi, par contre, c'est thibaut@auto.fr. Par contre, voilà, thibaut@auto.fr, c'est le mail que j'avais rentré en fait juste ici, si je repars dans la base, et c'est lui le sender name en fait, c'est-à-dire que c'est lui en affichage que je reçois. Ici, vous voyez, thibaut@auto.fr, c'est bien la dernière donnée que j'ai eue, donc ça fonctionne bien. Voilà. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va passer sur le côté exercice. Donc, je vous conseille d'ajouter un email d'inscription à un nouvel utilisateur. Et si vous êtes chaud, je vous conseille d'ajouter un second email qui sera envoyé à l'utilisateur qui s'inscrit. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser la même chose et des valeurs dynamiques pour personnaliser l'email. Je vous conseille personnellement d'utiliser la fonction Result of Step 1, de pouvoir créer un email avec effectivement le prénom, hello ou salut prénom et bienvenue sur Auto, et d'ajouter un petit message sympa. Ce qui est rigolo aussi et sur lequel vous devez faire attention absolument, c'est le côté que dans le tout,
c'est-à-dire à qui vous l'envoyez, vous devez utiliser aussi le résultat step 1 et donc pas dans le sender name, puisque le sender name, ça va être votre propre email. Donc faites attention à ça. Et en tout cas, vous pourrez confirmer que vous avez bien pris la bonne piste en regardant l'application avec le back-office qui va être disponible juste en dessous de la vidéo. Sixième et dernier chapitre de cette formation, le temps passe très très vite quand on s'amuse, on va créer un système d'avis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce système d'avis va rassembler pas mal de choses qu'on a déjà fait, notamment le groupe, les textes, etc. et le formulaire d'enregistrement de la donnée, et de nouveaux éléments, notamment un plugin et le repeating group. Donc déjà dans ce système d'avis, le but c'est de mettre effectivement des avis, des notations sur la landing page en question, et on va rajouter à ça des rating stars, finalement des étoiles de notation, un commentaire et on va aussi afficher tous les avis. L'idée, c'est que ça ressemble à ça en fait, hein, tout simplement. Si je vous montre ici, on va faire quelque chose qui va ressembler à ça. Et j'ai déjà créé des avis en plus. Voilà. Donc hein, le but, hein, Vincent, c'est génial. On est dithyrambique. Voilà, ça s'est rajouté ici. Donc déjà, premier point, nous allons créer le formulaire avec un input prénom, un multi-line input qui correspond à rajouter plusieurs lignes de texte et un rating star qui est un plugin. Alors, pour ce faire, on va déjà commencer par se retrouver sur sa page au niveau de son design et on va descendre un peu, on va commencer à le créer ici. Et ce qu'on va faire, c'est d'abord rajouter le plugin qui va nous servir à le faire, c'est-à-dire le plugin Rating Star. Alors ici, dans la partie plugin, c'est... Alors qu'est-ce qu'un plugin? C'est un élément comme sous WordPress, pour ceux qui connaissent. C'est un élément qui est créé par des développeurs et que vous allez pouvoir rajouter sur votre application et qui va en amplifier les fonctions de base. Il y a même des plugins qui sont faits directement par Bubble. Certains plugins sont gratuits, d'autres sont payants. Et vous pouvez vous inscrire pour les louer, on va dire, les utiliser tous les mois, donc en payant tous les mois avec des petites sommes. Sinon, les achetant d'une fois, et donc ça dépend des plugins en fonction. Par contre, effectivement, quand vous utilisez l'application de manière gratuite, vous ne pouvez utiliser soit les plugins gratuits, soit vous pouvez les acheter en une fois, mais vous ne pouvez pas les acheter au mois. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça. J'ai rajouté des plugins. Alors, ne vous formalisez pas, c'est très très lent l'affichage des plugins sur Bubble parce qu'il y en a plus de 1000. Et ça met un certain temps. Par contre, le nombre de fonctionnalités que ça peut amplifier sur Bubble, c'est juste incroyable. Par exemple, ici, je vais utiliser le Rating Star. Donc, je vais cliquer, je vais taper sur Rating et je vais utiliser ce système-là. Je ne vais pas tester celui-là hein, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, mais je n'ai pas vu l'intérêt pour l'instant. J'installe et mon élément vient de se rajouter ici. Et ici, on va pouvoir voir qu'est-ce que ça permet de rajouter. Donc, ça rajoute un élément, ici, élément, Star Rating. Donc, quand je vais dans ma partie Design, je vais chercher la partie élément. Et effectivement, juste ici, j'ai quelque chose qui vient de se rajouter au niveau des inputs, parce que c'est considéré comme un input. Hein. Star Rating, oui. Hop, je clique dessus et je le rajoute sur ma page, tout simplement. Voilà. Et en fait, si je vais vérifier dans la partie preview, hein, vous allez voir, c'est tout bête. Bah voilà, ça fonctionne tout seul. Oui, quasiment rien à faire. Quoi. Alors, bien entendu, ici, on va commencer par le basique, avis utilisateur, laisser un avis, on va rajouter ça et on va rajouter le prénom. Donc ici, hop, laisser un avis. On va mettre infinitif. Hop, voilà. Ici, je vais mettre pub. Oh là là, j'ai le micro devant le clavier, je ne vois rien. Publier un avis. Voilà, ici. Bon, hein, au niveau du style, faites comme vous le sentez. C'est gros. C'est très gros ça. Small letter. Ouais, là, il vient de disparaître. Pour pas grand chose en plus. Des fois, on ne s'explique pas. Hein. Voilà, et ici, on va rajouter donc... en fait, on va principalement dans ce plugin, finalement, ça va être surtout de l'affichage. Et vous voyez, ici, donc je vais avoir la capacité de changer la gueule du truc. Hein. Ici, voilà, je l'ai mis en XXS, pas que ce soit trop petit. Je peux l'avoir en XL, hein. Je ne raconte même pas la gueule des étoiles. Énorme. Ici, j'ai eu XXS, c'est pas mal. Voilà. Je ferai confiance à votre aspect graphique. Je peux changer la tête des étoiles. Hein. Si je veux, je peux mettre des étoiles bleues. Et je peux choisir effectivement le max, le min.
Je peux choisir 10 étoiles si je veux. Les steps qui permettent d'avoir l'étoile à moitié remplie, ou 3 quarts remplie, etc. Là, c'est juste de moitié en moitié, c'est plus simple. Je peux décider d'en avoir 2 de base, hein, ou 3 de base. Comme ça, on n'a presque pas l'influence. Mais voilà. Et ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter le reste avant de partir dans l'intégration, donc dans l'enregistrement de la donnée. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que la classique, je rajoute un input, ici, qui va correspondre au prénom, tout simplement. Prénom. Et je vais rajouter, du coup, faut le faire un peu plus bas, voilà. Je vais rajouter aussi le multiline input, donc qui se retrouve juste ici, et qui va nous permettre de faire du texte. Ici. Donc là, je vais centrer finalement. Hop. Oui. Ici, ouais, donc en centrant, il m'a fait un peu plus bas. Donc moi, ce que j'aime faire à ce moment-là, c'est que je vais grouper les éléments qui vont être groupés tout simplement. Il y a de grandes chances que je groupe tout ici, parce que je trouve ça un peu pénible de l'avoir indépendant. Je vais le grouper ici, voilà. Publier un avis. Et je vais rajouter un bouton. Donc ici, ça va être mon commentaire. Mon commentaire. Placeholder, ça correspond au texte qui est à l'intérieur. Et ici, je vais mettre un bouton publier. Voilà, la base. Je vais faire en sorte que... Oui, je vais m'aider des repères quand même. Ici, voilà. Publier. Oh là là, avec le micro, je note n'importe quoi. Publier, et je vais en profiter, ouais, j'ai tout coché. Clic droit, groupe element, et voilà. Donc là, au moins, c'est clair. Et ce qui est bien, c'est que si je bouge mon truc, voilà. Donc ici, maintenant, je n'ai plus qu'à enregistrer la donnée. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais directement... Alors, là, pour le coup, je peux soit le faire par les workflows, mais je vais directement aller par la data. C'est-à-dire que je vais directement aller créer la table de données que je souhaite. Donc déjà, j'ai plusieurs choses nécessaires. Je vais d'abord, donc ici dans Data Type, n'oubliez pas, ici dans Data Type, je vais créer une nouvelle donnée. Et donc ici, c'est pas create un nouveau field, c'est directement créer un new type, donc une nouvelle table. Ça s'appelle avis. Et dans cet avis, je vais voir que je vais avoir un prénom pour l'utilisateur, un commentaire et une note en fait qui va correspondre à un number, parce que c'est la donnée que attend le rating. Et donc ici, je vais créer prénom. Je peux mettre des accents dans ma base, c'est pas grave. Ici, je vais créer avis, avis desk, avis description en fait. C'est juste pour comprendre, c'est des champs qui sont personnels finalement. Texte aussi, même s'il y a plusieurs lignes, c'est toujours un texte. Et enfin, rating star, rating star, peu importe, c'est un nombre. Et ici, finalement, je vais utiliser pour le coup, quand je clique sur publier, qu'est-ce qu'on va faire? La classique Start Edit Workflow. Et là, vous voyez, quand le bouton publier est cliqué, et là, on va récupérer les valeurs. Donc ici, on va réfléchir notamment à le fait de créer une nouvelle chose. Donc, create a new thing, la classique. Vous connaissez un peu maintenant comment ça se passe. Je vais rejoindre l'avis. Et ici, on va relier les champs. Donc, ici, si vous suivez bien, on va commencer avec prénom. Ensuite, on va continuer avec la description. Et ensuite, on va rajouter la rating star. Et ici, je regarde l'input prénom. Vous voyez, hop, value. Là, attention, ce n'est pas un input, c'est un multiline input, à part si je le renomme. Mais ici, il va reprendre le nom que Bubble lui a donné, multiline input. Intéressant d'ailleurs, si vous vous êtes perdu dans vos fenêtres, tout simplement, sachez que quand vous cliquez sur un élément, vous avez son nom juste ici que vous pouvez changer, si nécessaire, et qui sera récupéré au niveau de partout. Donc, quand vous faites le changement, pensez bien à retenir le nom, histoire de ne pas vous tromper quand vous retrouvez vos champs, quoi, en fait, tout simplement. Donc ici, workflow et rating star, on va choper pour le coup le start rating A, c'est comme ça que ça s'appelle, value, tout simplement. Et bien entendu, pensez bien à rajouter ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui va être reset input. Voilà, maintenant qu'on y est, on le fait automatiquement. Donc ça, très cool. Je vais le faire direct d'ailleurs. Je recharge ma page. J'enregistre ma donnée. Ici, Julien. Ceci est un super site. Je publie tous ces vidéos. Super content. Bon, ça n'a rien passé pour le coup visuellement. Mais on est super content, ça a bien fonctionné, donc on va vérifier que ça s'enregistre bien quand même. Ici, avis, mon avis, ouais, hop,
ça a bien fonctionné. Donc ça marche, déjà c'est cool, ça marche. Mais pour le coup, voilà, c'est pas satisfaisant parce que moi ce que j'ai envie c'est de le faire afficher. Et donc pour le coup, une fois qu'on a fait bien entendu la partie sauvegardée, pardon, on va afficher les avis. Et attention, on rentre dans un truc un peu plus touchy sur Bubble, on va rentrer dans le concept du repeating group. Alors, qu'est-ce qu'un repeating group? Déjà, c'est un élément qui fait partie des containers comme le groupe et qui va permettre d'afficher une liste d'éléments. Alors, tout bêtement, ici, quand j'utilise ce truc, alors je vais le mettre juste au-dessus, hein. Je trouve ça plus joli esthétiquement parlant. Voilà, je vais le caler là. Alors ici, par exemple, je vais caler mon repeating group. Donc ici, je le prends et je le cale. Et vous allez voir que repeating group, ça correspond à un tableau, hein, vous voyez, hop là. Je peux modifier les propriétés de ce tableau en changeant les rows et les colonnes. Row, ligne, colonne, colonne, tout simplement. Vous voyez, 4. C'est exactement le principe d'Excel, hein. Là, il n'y a pas de difficulté. Là, moi, dans mon cadre, je vais garder une seule colonne et 2 lignes. Et je vais le réduire pour que ça s'affiche ici. Voilà. On va respecter les lignes comme ça. Voilà. Alors, 2-3 petites choses à savoir quand même, c'est quand vous faites ça, le repeating group, finalement, ça permet d'afficher une liste, et surtout, si vous mettez quelque chose dedans, ça va le répéter. Si, par exemple, je fais un texte ici, et que je le cale dedans, ça le répète de partout. Mais attention, ça le répète de partout. En réalité, pas uniquement, même si au niveau visuel, c'est ce que vous avez dans votre éditeur, ce n'est pas le cas réellement. En fait, c'est fait pour appeler des données. Même si j'ai mis quelque chose dedans, en réalité, c'est vide. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des options dans mon repeating group qui me demandent finalement de rajouter un type de contenu. Donc, type of content, ça correspond au type de la base de données. Et data source, ça va correspondre à la data que je vais mettre en place. Ici, je cherche à récupérer quoi? Je vais récupérer des avis. Et ici, je vais faire ce qu'on appelle le do a search for, c'est-à-dire faire une recherche des avis, tout simplement. Si on reprend un peu la base, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément repeating group permet d'afficher et d'appeler de la donnée depuis la base de données sous une forme de liste, et que finalement, grâce au do a search, on va charger dans ce repeating group la donnée avis. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans chacune des cellules, ça va charger de la donnée. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez chargé de la donnée que la donnée est censée s'afficher. Et ça, c'est le petit piège que les gens auquel ne s'attendent pas. Là, il y a edit me, ça veut dire que la donnée existe, c'est-à-dire que ma cellule est chargée et qu'il y a une seule cellule qui est chargée. Mais le problème, c'est que ça ne veut pas dire que j'ai l'information que je souhaite. L'information que je souhaite, en réalité, elle est contenue dans cette cellule, mais il faut que je l'appelle. Et pour l'appeler, ça se passe au niveau des textes, au niveau des éléments visuels. C'est que ici, dans mon edit me, au lieu de faire edit me, je vais avoir une case différente que je vais chercher à insérer. Donc quand je clique sur Insert Dynamic Data, voilà, je vais avoir accès à ce qu'on appelle des current cell avis. Current cell pour cellule actuelle. Et quand current cell avis, vous voyez, les données que j'ai ici correspondent aux données de ma base de données qui correspondent à un avis. Et donc là, je vais cliquer sur prénom. Du moment que j'ai fait ça, mon avis va récupérer automatiquement, enfin ma cellule va récupérer automatiquement le prénom du premier avis qui a été déposé, Julien. Ça, c'est parfait. La current cell, donc, n'existe que dans le repeating group. Ici, je suis hors du truc, il ne se passe plus rien. J'ai plus la même donnée. Donc, en fait, les données qui sont dynamiques sont effectivement en fonction de là où elles sont et dont elles sont. C'est ça la propriété du container, c'est qu'elle va vous permettre de transférer les données à l'intérieur. Et ça va être pareil pour le groupe aussi, même si on ne l'a pas vu dans cet exercice. L'idée, c'est que derrière ça, vous allez pouvoir récupérer toutes les informations que vous souhaitez. Et ce qui est cool, c'est que, bien entendu, si je rajoute une nouvelle information en écrivant Bastien, ici, ouais, un peu rapide, mais top, par exemple. Ah oui, excusez-moi. Donc, ouais, la classique, hein, j'ai oublié de rafraîchir. Donc ici, un peu rapide. Oh là là, Bastien. On va y arriver. Hein. Ici, je publie. Deuxième ligne. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et bien sûr, ici, je me suis pris sur le prénom, mais je pourrais rajouter bien sûr d'autres choses. Donc ici, je vais récupérer le prénom. Je vais récupérer aussi l'avis.
ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Current cell avis, avis description, qui correspond justement commentaire. Et je vais aussi me permettre de rajouter les étoiles, puisque effectivement les étoiles sont un input. Je peux aussi rajouter la capacité à ces inputs d'afficher quelque chose. Et donc, je vais les mettre en XXS. C'est quoi? Je vais mettre en même XXXS. Voilà, c'est plus joli. Je vais les mettre à droite. Voilà. Ce ne dépassera pas 5, donc il n'y a pas de risque. Voilà. Et ici, en fait, pour faire ça, il faut que je remplisse l'initiate content, puisque ici, je n'ai pas d'autres champs à remplir finalement. Et en faisant l'initiate content, je vais pouvoir récupérer un avis qui doit être un avis shift, parce que si je mets ça, ça va pas marcher, vous voyez. Et si je regarde dans les issues, très intéressant, il va me dire, bah non en fait, moi j'attends un nombre et tu me donnes un texte. Donc ici, je vais pouvoir du coup changer current cell avis et récupérer justement ce que je voulais, c'est-à-dire non pas prénom, mais rating star. Et là, vous allez voir, rating star, c'est bleu. Attention, hein, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui continue derrière qu'il faut rajouter quelque chose. Hein. Des fois, c'est le système qui est comme ça, mais en réalité, votre formule est déjà juste. Hein. Donc, une fois que j'ai ça, on va voir ce qui se passe. Je rafraîchis ma page. Et là, merveilleux, j'ai les éléments que je souhaite. Alors, bien sûr, à vous de styliser. Par contre, attention à certaines petites choses. Ça reste toujours un formulaire classique. C'est-à-dire que vous pouvez toujours changer la donnée. C'est plutôt dommage. Même si c'est pas enregistré, c'est plutôt dommage. Donc n'oubliez pas que si vous souhaitez éviter ça, vous pouvez disable cet input, c'est-à-dire que ce n'est plus un input, c'est juste un affichage, et donc vous n'aurez plus aucun problème avec ça finalement. Vous n'aurez plus, on ne peut pas rentrer de données, vous voyez, c'est juste ici. Attention aussi, si je fais ça, topissime, si je fais ça et que je vais publier, mon avis ne s'affiche pas. Alors si, en fait, il s'affiche, mais c'est juste qu'il est juste en dessous. Je vous conseille, si vous souhaitez avoir différents types d'affichage, vous pouvez changer dans votre repeating group directement la capacité de scrolling, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une vertical scrolling, un extended vertical scrolling qui va charger au fur et à mesure plusieurs blocs, et le full list. Le full list, en général, au début, c'est ce qu'on utilise le plus, parce que quand vous n'avez pas beaucoup de données, c'est pas mal, ouais, ça affiche tout. Donc vous voyez tout le truc, hein, c'est un petit peu, c'est pas mal, voilà. Et l'idée, c'est que finalement, ça va nous permettre d'afficher des éléments de la base de données en termes complets. Personnellement, je vous conseille en termes d'exercice de créer votre propre système d'affichage que vous allez pouvoir moduler en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Là, c'est la fin de votre exercice, on va dire, de toute votre page d'accueil en quelque sorte, pour démarrer sur Bubble. Sachez que ça ne s'arrête pas là, il y a beaucoup de choses d'autres à faire ensuite. Déjà, première chose, bravo à tous d'avoir suivi cette track au complet. C'est quelque chose qui est, à mon avis, le plus pertinent. C'est au moins, vous savez par quoi démarrer, les petites habitudes à avoir quand on commence et surtout facilement et rapidement comprendre une logique qui, en général, au premier abord, n'est pas forcément toujours accessible. Mais il reste encore des milliards de choses à faire quand vous allez sur Bubble, mais il faut savoir aussi par où commencer. Alors bien entendu, vous vous doutez bien que je vais parler de auto. Alors on a plusieurs choses pour aller plus loin sur la formation. On a une formation Bubble en français, qui est la seule formation française aujourd'hui. 17 heures de formation, mise à jour régulière. Qui est complète, qui pour le coup permet autant de faire un trombinoscope. Donc on va moins sur le côté page, même si on reprend des éléments, on va un peu plus dans le détail. Et surtout, on va aller dans la création d'une marketplace complète, une marketplace de 8 heures. C'est un clone assez costaud qui vous donnerait vraiment toutes les grandes bases. Et bien entendu, on rajoute des cours au fur et à mesure, on améliore le tout. L'idée, c'est d'avoir la meilleure formation au monde. Et bien entendu, avec les nouvelles formations au niveau du responsive, enfin, en tout cas le nouveau changement du responsive sur Bubble, bien entendu, vous allez le retrouver sur la nouvelle formation et ce sera accessible à toutes les personnes qui auront acheté la formation, sachant que c'est une formation au mois, c'est-à-dire que vous payez au mois et vous avez accès à tout. Et pour le coup, on a baissé le prix volontairement pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Enfin, vous avez aussi les bootcamps pour ceux qui ne veulent pas apprendre seuls, 3 semaines de formation complète qui sont payables en CPF, donc avec votre compte pro de formation, et on finalise avec la création de votre application, c'est-à-dire que sur 3 semaines, c'est 2 heures par jour pendant 3 semaines. Vous allez avoir des cours aussi sur la partie produit, sur la partie SEO, sur la partie design, sur la partie sécurité et data privacy et la partie RGPD. C'est très complet et c'est une bonne ambiance. On a finalisé notre 3e
bootcamp à plus de 40 personnes avec une dizaine de mentors. Et donc, c'est en tout cas notre plus gros événement et c'est plutôt assez cool. Sinon, si vous voulez vous entraîner sur Bubble, c'est-à-dire ne pas prendre une formation, mais beaucoup plus aller dans le test et l'exercice, je vous conseille les tutoriels qu'on a en exemple, c'est-à-dire des tutoriels qui sont sur des cas spécifiques. Ça peut être des cas expertise, donc faire un dark mode, etc. Où là, on ne prend pas le temps de réexpliquer tout, hein, on y va juste dans la production. Ou il y a aussi des clones qui sont des sujets plus en contexte, refaire un clone à la WhatsApp, refaire Uber Eats, refaire un Airbnb, mais dans les fonctionnalités principales, sans pour autant faire tout le site, hein. Le but, c'est juste de comprendre les logiques, parce qu'en général, des tutos comme ça font entre 2 et 3 heures, c'est assez long. Donc le but, c'est vraiment de prendre ce qui vous intéresse le plus. Et bien entendu, on va en rajouter de plus en plus au fur et à mesure du temps. Et à côté de ça, vous avez aussi le calendrier. Donc vous avez des événements en fonction de votre forfait. Des événements, c'est quoi? C'est des mini-formations avec plusieurs personnes à partir de notre Discord, sur notre communauté. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Ça peut être autant des événements d'apprentissage, des événements pour découvrir des thèmes complexes, que des événements pour justement faire le point sur votre formation et poser toutes les questions que vous voulez. Et aussi parfois des techniques inédites et même du no-code gaming où on s'amuse sur certains jeux tous ensemble. Voilà. En tout cas, j'espère que cette track Bubble vous aura bien aidé pour être le plus serein sur Bubble et vous a donné envie de continuer.